Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le premier item de notre série de formation en technique de cardiologie interventionnelle. On va parler de dilatation pulmonaire. On va décrire la technique de valvuloplastie pulmonaire. Un bref rappel historique. Dans les années 50, on a essayé de faire des dilatations valvulaires pulmonaires avec des techniques archaïques en utilisant des cathéters urétro, et le principe c'était beaucoup plus de déchirer la valve pulmonaire pour lever l'obstacle. En 1979, SEMB a pour une première fois utilisé le ballon angiographique Berman cathéter qui a permis une rupture des valves pulmonaires au niveau de leur commissure. Le principe, c'était un retrait rapide du ballon inflaté à travers la valve. Le problème de cette technique, c'est en plus de la scission des commissures, dans la plupart des cas, ça entraîne aussi un délabrement des déchirures assez importantes des valves pulmonaires. En 1982, Kahn a appliqué la technique de Dotters, Judkins et Grudzing à la valve pulmonaire. Le principe, c'est simple, c'est d'utiliser la force radiale d'un ballon inflaté au niveau valvulaire pour permettre la levée de l'obstacle pulmonaire. Le consensus général actuel est que la technique de valvuloplastie pulmonaire au ballon, c'est la technique, c'est le traitement de choix des sténoses pulmonaires valvulaires isolées. Un petit rappel, généralement, on a grosso modo trois types de sténoses pulmonaires. On a les sténoses supravalvulaires, on a les sténoses valvulaires et on a les sténoses infundibulaires, appelées aussi sous-valvulaires. Généralement, ces trois types peuvent se retrouver isolément ou avec une association plus ou moins importante entre les deux ou les trois. Pour ce qui est des sténoses valvulaires, seule situation où la valvuloplastie pulmonaire au ballon est indiquée, le principe c'est quoi? On a une sténose valvulaire qui va donner un obstacle par généralement fusion commissurale. Et ça va restrécir la surface valvulaire lors de l'ouverture des valves. Le principe du traitement, c'est de lever l'obstacle. On va commencer par les indications. Elles sont assez simples en général. L'indication de la valvuloplastie pulmonaire au ballon est similaire à l'indication qui se prêtait avant sur le plan chirurgical, la valvulotomie. Généralement, on admet actuellement qu'on parle d'indication à partir d'un gradient maximal transpulmonaire de 50 mm Hg sur un index cardiaque normal, en absence de dysfonction VD. Pour certains, ils admettent qu'à partir d'un gradient de 40 mm Hg ou de pression VD supérieure à 50 mm Hg, on peut commencer à parler d'indication d'un geste. Ces chiffres sont plus ou moins à prendre avec des pincettes pour trois principales raisons. Principale raison, c'est avec ces chiffres-là, généralement, les pressions VD dans les sténoses valvulaires pulmonaires moyennes, généralement, les pressions VD sont très peu élevées. Dans les sténoses pulmonaires moyennes, avec un gradient inférieur à 50 mm Hg, généralement, durant le follow-up, le suivi à moyen terme, comme le montrent les différentes études d'évolutivité de cette pathologie, généralement, ça reste ce stade pendant de longues périodes. Et troisième point, c'est que même chez les patients chez qui la sténose va progresser, on a un moyen facile, fiable, non invasive pour assurer le suivi de ces patients, en l'occurrence l'échocardiographie Doppler. C'est-à-dire on peut facilement faire le diagnostic d'aggravation de la sténose
et la traiter à temps, tout simplement. Ce qui est des recommandations européennes qui sont assez bien claires, on a, première chose, la valvuloplastie ou alors l'intervention de choix, bien entendu devant un appareil anatomique favorable, euh, avec un gradient max transvalvulaire pulmonaire supérieur à 64 mm/Hg, l'indication d'un geste interventionnel se fait quel que soit le statut symptomatique du patient, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique. Par contre, si l'appareil anatomique ne se prête pas à une valvuloplastie, et on optera beaucoup plus par un remplacement valvulaire chirurgical, dans ce cas-là, l'indication est plus stricte. Il faut que soit le patient soit symptomatique en présence d'une sténose sévère, ou si le patient est asymptomatique, il faut l'association d'un des éléments suivants. Soit on a une diminution des capacités d'exercice évaluées d'une manière objective, soit une baisse, une dysfonction de la fonction du ventricule droit, ou une progression d'une insuffisance tricuspide, qui doit être au moins de grade modéré, soit on a des pressions VD systoliques qui dépassent les 80 mm/Hg, soit on a un shunt droit-gauche à travers les septum interauriculaire ou interventriculaire à travers un défect. Pour ce qui est de l'évaluation de la sévérité de la sténose pulmonaire, on a globalement trois grades de sévérité. On a les sténoses pulmonaires valvulaires moyennes. Généralement ici, la Vmax est inférieure à 3 mètres par seconde et le gradient maximal ne dépasse pas les 36 mm/Hg. La sténose pulmonaire modérée, ici la Vmax est entre 3 et 4 et le gradient max est entre 36 et 64 mm/Hg. Et pour les sténoses pulmonaires sévères, selon recommandations européennes, on a un Vmax supérieur à 4 mètres, un gradient max supérieur à 64 mm/Hg et un gradient moyen supérieur à 40 mm/Hg. En prenant en considération, dans cette évaluation, la présence d'éventuelles régurgitations tricuspides qui peuvent occasionner une surestimation du gradient transpulmonaire. Sur le plan pratique, cette technique est efficace pour la simple raison que le ballon, quand il va être inflaté, il va exercer une force radiale sur les valves pulmonaires. Généralement, cette technique permet de lever l'obstacle, et cela par différents mécanismes. Principalement, on aura une scission ou une déchirure des commissures qui permettra une meilleure ouverture des valves pulmonaires. Dans ce cas-là, généralement, on a très peu d'insuffisance pulmonaire importante. La force radiale exercée par le ballon lors de la dilatation va exercer le plus de tension généralement sur, bien entendu, les tissus les plus fragiles sur le plan valvulaire, les points les plus fragiles. Et généralement, au niveau de valves qui sont plus ou moins de constitution anatomique normale, généralement c'est les régions commissurales qui sont les plus fragiles par rapport à l'appareil valvulaire. Et dans ce cas-là, généralement, c'est à ce niveau-là qu'on aura en premier la rupture et l'ouverture valvulaire. Et dans certaines valves qui sont plus ou moins dystrophiques, d'autres parties des valves peuvent être plus fragiles, et dans ce cas-là, on pourra avoir une avulsion des valves, avoir des déchirures de valves, et dans ce cas-là, on peut avoir des insuffisances pulmonaires plus ou moins importantes. Le cas extrême, c'est des valves pulmonaires complètement dysplasiques, et dans ce cas-là, généralement, la technique de valvuloplastie pulmonaire n'a pas de bons résultats. Généralement, on aura des difficultés à avoir un succès sur le plan de levée de l'obstacle, avec un risque accru d'occasionner des insuffisances pulmonaires importantes. La première, le déroulement de la technique est assez simple. On va commencer comme un cathé droit standard.
On va mettre une sonde pigtail généralement dans le VD pour réaliser une angio VD qui nous permettra d'assurer un certain nombre de calculs. Le plus important, c'est de calculer la jonction sinotubulaire qui nous permettra d'identifier la bonne taille du ballon qu'on va utiliser. Parce que c'est une donnée très importante pour le succès de la procédure. Généralement, ici, comme vous voyez, que ce soit en systole ou en diastole, on prend nos mesures, et généralement, c'est le diamètre de la jonction sinotubulaire qui est important pour le choix du ballon, la taille du ballon. Généralement, on va prendre ce diamètre-là, on va rajouter 20 à 30%, ou plus simplement, on va multiplier ce diamètre par 1,2 à 1,3 pour obtenir la taille du ballon à utiliser. Généralement, quand on finira de cette étape-là, avec le choix du ballon, on passera à la procédure proprement dite, c'est-à-dire on va traverser la valve pulmonaire. Généralement, on peut utiliser pour cela une sonde MP avec un guide standard en J ou même droit, et par la suite, on va mettre en place un guide extractif au niveau de la vascularisation pulmonaire qui nous permettra d'avoir un effet rail qui permettra d'acheminer le ballon d'une manière stable au niveau voulu valvulaire pulmonaire. On vous montre un exemple d'un patient qu'on a pris en charge. C'est un patient B. Abdelkader, âgé de 34 ans, présente un rétrécissement pulmonaire serré avec un gradient maximal à 85 mm Hg. C'est un patient très symptomatique depuis plusieurs mois. On a réalisé chez lui l'angio-VD qui nous a permis de calculer le diamètre de la jonction sinotubulaire que vous voyez, qui a été calculé à 22 mm, ce qui nous a permis de choisir la taille du ballon. On a multiplié par 1,2, ça nous donne 26,4 et on a choisi un ballon de 26 pour réaliser notre valvuloplastie. On a acheminé le ballon au niveau valvulaire qui a été inflaté, bien entendu, avec un mélange de produits de contraste et de sérum, avec une dilution qui n'est pas très élevée. Et on a inflaté le patient, on a inflaté le ballon, pardon. Et comme vous voyez ici, on a l'empreinte initiale qui s'est levée. C'est un bon signe de succès de la procédure. On n'hésite pas à répéter cela autant de fois nécessaire pour lever complètement l'empreinte et les résistances. Et comme vous voyez ici maintenant, l'empreinte se lève beaucoup plus facilement avec probablement un bon résultat. On vérifie le résultat de notre valvuloplastie à l'aide, bien entendu, de l'imagerie échocardiographique. On peut aussi, comme ici, réaliser une nouvelle angio-VD qui nous permettra de voir une meilleure ouverture valvulaire et une évaluation d'une éventuelle échéance pulmonaire. Ici, le résultat a été excellent. Le gradient max est passé de 85 à 13 mm Hg sur le plan échocardiographique. Le patient a très bien évolué. Au bout de quelques semaines, il a même pu débuter une activité sportive régulière sans aucune symptomatologie. Et je vous remercie.